Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui consacrée à la forêt d'Apremont, plus particulièrement au bois de la Louvière, dont j'emprunte le chemin. Ce chemin, finalement, qui relie la route d'Apremont à Saint-Miel avec la petite départementale qui mène au village de Marbotte. Donc nous sommes dans le secteur boisé de Marbotte. Nous allons voir plus particulièrement les premières lignes françaises, tranchées, vestiges de tranchées françaises, où se sont déroulés des combats très durs de la part donc des belligérants, allemands et français bien sûr. Nous poursuivons là la première ligne française. Alors vous voyez le départ de la tranchée qui relie le bois de la Louvière, si je peux me permettre, au bois brûlé. Alors, comme toute tranchée française qui se respecte, elle n'a rien à voir avec l'infrastructure bétonnée donc d'une tranchée allemande. Alors ces tranchées ont été creusées donc dès l'automne 1914 et poursuivies donc dans leur édification pour contrer les assauts ennemis qui arrivaient du secteur d'Apremont. Dans ce secteur s'est déroulé moult batailles de résistance, disons, par rapport aux assauts allemands. Figurez-vous que dans le premier semestre 1915, après cet automne durement vécu, que les Français armés donc de crapouillots, le mortier de tranchée, ont tiré pas moins de 28 000 obus au cours du premier semestre sur les positions allemandes. C'est vous dire la pugnacité des Français à résister aux nombreux assauts allemands. Et ils ont réussi. Alors après la première ligne, nous avons une deuxième ligne également, matérialisée ici par cette petite borne et qui nous indique un nouveau parcours parmi donc les tranchées sinueuses édifiées par les Français. Alors dans ce secteur, il y avait plusieurs lignes de défense françaises. Nous avons vu récemment donc la première ligne. Maintenant, nous sommes dans la deuxième ligne. Et bien sûr, il y aura encore un peu plus loin une troisième ligne. Donc c'est vous dire que le terrain était morcelé par de nombreuses tranchées afin que nos poilus du 8e corps d'armée puissent résister aux assauts allemands. Figurez-vous que pendant le premier semestre, donc à partir, disons, de décembre 1914, où fut investie la fameuse redoute, que le 8e corps d'armée a perdu de 7 à 8 000 hommes, blessés, tués, disparus. Les tranchées sont tellement nombreuses dans ce secteur que les lignes pratiquement se confondent. En poursuivant notre cheminement, nous sommes à nouveau dans la première ligne française. Maintenant, nous allons nous diriger vers la première ligne allemande. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres depuis la première ligne française, nous arrivons à la première ligne allemande. Et regardez, vous avez déjà une infrastructure bétonnée. Et si l'on poursuit cette tranchée, on s'aperçoit nettement, finalement, que les Allemands, quand ils se sont installés pour durer, si je puis dire, ont réussi à bétonner leurs infrastructures. En voici la preuve. Poste de tir ou poste d'observation en continu. Alors nous sommes dans la première ligne allemande, dans la tranchée qui s'intitule la tranchée des Bavarois,
la tranchée des Bavarois qui appartenait justement, cet élément qui était ici, donc à la 5e division, commandée par un certain Otto Wischura, et qui dépendait du 5e corps d'armée allemande commandé par von Strantz. Et vous voyez que finalement, quand on regarde bien les infrastructures bétonnées, vous avez des postes de tir, des niches à munitions, et là vous avez une sape qui pouvait renfermer quelques hommes pour y se reposer. Alors, après avoir parcouru quelques hectomètres, disons, en l'absence d'infrastructures bétonnées ou détruites, nous arrivons à nouveau devant un abri allemand où tout s'est effondré finalement, mais on peut encore finalement voir quelques vestiges d'entrées empierrées. Donc une sape qui descend, disons en gros à 10 à 15 mètres, avec une chambre, un abri, si je puis dire, pour que quelques soldats puissent y loger. Alors s'il y a des abris bétonnés qui sont détruits, ici vous avez quand même en témoignage un abri bétonné qui est encore en très bon état. Bien sûr, l'entrée est interdite. On peut remarquer finalement que l'on voit encore les escaliers bétonnés encore intacts, munis de leurs rampes, des tôles ondulées permettant donc le coulage du béton par au-dessus. Donc vous voyez encore ici la marque des tôles ondulées. Voyez. Donc on peut dire finalement que le génie allemand a bien œuvré donc, dans l'infrastructure bétonnée de leurs moyens de défense et de leurs moyens d'abri. Alors poursuivons la première ligne allemande, dont nous venons de voir la tranchée dite des Bavarois. Donc engageons-nous dans cette tranchée dont les vestiges sont encore bien apparents, heureusement pour l'histoire d'ailleurs, et que l'on appelle communément la tranchée dite de Roffignac. Roffignac, un nom bien français, et pourtant il s'agit d'une tranchée allemande. Alors, pourquoi de Roffignac? Un nom bien français, n'est-ce pas? Et pourtant c'est une tranchée allemande. Eh bien, figurez-vous que le capitaine Anne-Marie Casimir Élie de Roffignac a été tué ici dans ce secteur, avant que ce soit une possession allemande, a été tué le 5 décembre 1914. Il appartenait au 85e régiment d'infanterie et il dirigeait des travaux d'aménagement dans le secteur. Et il est tombé d'une balle reçue en plein front. Alors les de Roffignac est une famille noble qui est de la région du Sud Limousin, du secteur d'Angoulême, qui est, si vous voulez, prend date à compter du 1385, donc au cours du XIVe siècle. Et cette longue lignée noble de cette famille a, disons, été, si vous voulez bien, parmi ces personnes qui ont évolué au sein de la famille, a bien servi la France, puisque un de Roffignac s'est trouvé donc sénateur et aussi administrateur d'un territoire aux États-Unis qui s'appelait à l'époque la Nouvelle-Orléans. Et je vous parle de ça, nous sommes déjà sous l'empire de Napoléon Ier. Alors la tranchée de Roffignac, finalement, est un modèle de vestige. Nous avons ici un poste d'observation et de tir avec des meurtrières et vous pouvez vous apercevoir cette partie en acier qui laissait donc passer le canon d'un fusil, voire peut-être d'une mitrailleuse. Et il y en a plusieurs comme ceci. Alors, la particularité de cette tranchée dite de Roffignac,
continue, disons, vers le sud, si je puis dire, et aussi vers l'ouest, en direction du ravin du Sabotier, qui se situe donc à quelques hectomètres d'ici. Voilà. C'est une tranchée assez longiligne et assez longue, finalement. Maintenant, allons voir le poste de commandement de cette tranchée. Alors nous voici arrivés devant l'entrée du poste de commandement de la tranchée dite de Roffignac, et on s'aperçoit ici qu'il y a une inscription et une Treuefest qui veut dire « fidèle en la foi », qui est la devise des régiments bavarois. Nous pouvons donc y voir celle-ci, Bay FP Com, ce que l'on peut traduire poste de commandement du bataillon bavarois qui officiait ici durant la bataille dans le bois de la Louvière. Alors vous pouvez remarquer finalement que ce poste de commandement est conservé intact, bien sûr interdit au public, puisqu'il y a toujours des curieux qui pourraient donc fouiller ces endroits. Et je crois qu'il faut préserver en l'état donc ces vestiges qui sont les témoins vivants de ce qui s'est déroulé ici. Je ne voudrais pas dire que nous sommes gâtés, c'est peut-être pas le mot approprié, mais nous sommes d'ici devant donc un vestige intact. Ici, nous sommes sur un poste de tir et d'observation, un parapet aménagé, une niche à munitions et un aménagement pour pouvoir utiliser son arme. Avant de quitter la forêt d'Apremont et le secteur du bois de la Louvière, je voulais vous citer une citation d'un très grand écrivain français, Jules Romain. Mais chez les uns comme les autres, il y avait encore l'excitation de partir pour de vacances bruyantes, brutales, tumultueuses, de vraies vacances de garçons. On allait enfin se reposer de la paix. La paix comporte des milliers de soucis. Jules Romain, Prélude à Verdun. Pendant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé dans le service auxiliaire et il exerce sa profession de professeur de philosophie durant toute cette tourmente. Il entrera à l'Académie française en 1946. Né en 1885, il décédera en 1972. Bien, nous venons de voir les premières lignes françaises et les premières lignes allemandes, surtout la tranchée dite de Roffignac, qui est un vestige pratiquement intact que je vous invite à découvrir et à venir visiter absolument. Notre prochaine émission portera sur les infrastructures allemandes de la forêt de Gobessart qui se trouve de l'autre côté de l'axe reliant Apremont à Saint-Mihiel. Et nous découvrirons également encore beaucoup de choses. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et à bientôt.